Les grandes manœuvres diplomatiques, elles, battent leur plein en ce moment. Regardez d'ailleurs cette photo, elle résume la journée, puisque aujourd'hui à Moscou, Vladimir Poutine recevait l'équivalent du ministre des Affaires étrangères chinois. Et puis à Varsovie, Joe Biden, qui se pose un petit peu en chef de l'OTAN, réunissait ce qu'on appelle le Bucharest 9. C'est les membres de l'OTAN qui sont sur la ligne orientale de l'Europe. Donc c'est deux images évidemment très, très fortes. Chacun essaye de soigner son camp. C'est ce qui se passe en ce moment sur le terrain diplomatique, et aussi d'ailleurs tendre une main vers les non-alignés. Pour analyser tout ça, les indispensables de Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors avant de parler de la Chine, c'est d'abord avec l'Afrique du Sud que la Russie veut étendre sa coopération, avec un exercice militaire en ce moment au large du pays. De quoi s'agit-il et pourquoi l'Afrique du Sud ? Eh bien parce que l'Afrique du Sud conserve des liens étroits avec Moscou. L'un des pays émergents les plus russophiles, le pays continue par exemple de commercer encore aujourd'hui avec la Russie. Il est même accusé de vendre des armes à Moscou. Information que les autorités sud-africaines n'ont ni confirmée ni démentie. Officiellement, le président Ramaphosa n'a jamais condamné l'invasion russe en Ukraine, préférant jouer la carte de la neutralité. Et d'ailleurs, l'Afrique du Sud assume sa position. L'Afrique du Sud a le droit de conduire ses relations étrangères en fonction de ses intérêts nationaux, a déclaré d'ailleurs il y a quelques jours le ministère sud-africain de la Défense. C'est donc tout naturellement que cet exercice militaire se passe au large du pays. Nom de code cet exercice, Mosi 2, ce qui veut dire fumée en langue soto, une des langues officielles sud-africaines. Et en plus de l'Afrique du Sud, l'exercice va rassembler les forces navales russes, représentées par la fameuse frégate l'amiral Gorchkov. Le voici, la plus grande, la plus moderne de la flotte du Kremlin, le navire russe le mieux équipé, armé des fameux missiles Zircon notamment. On vous en a beaucoup parlé ici. Considéré par Moscou comme indétectable, inarrêtable, l'arme suprême selon Vladimir Poutine. Et durant cet exercice, l'amiral Gorchkov devrait effectuer un test du missile. Le troisième nation mobilisée, et c'est loin d'être anodin Emmanuel, c'est la Chine, avec notamment un destroyer, vous le voyez, et plusieurs dizaines de marins sur place. Et oui, parce que plus que jamais, Pékin apparaît comme le pays allié de Moscou. Oui, et pour preuve, cette visite diplomatique aujourd'hui à Moscou du ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, vous le voyez, il a rencontré d'abord son homologue russe, Sergueï Lavrov, mais s'est ajouté ensuite une réunion un peu plus surprenante avec Vladimir Poutine en personne. Cette image, elle est rare, Emmanuel. C'est rare que le président accueille dans son palais, à sa table, un responsable étranger qui n'est pas chef d'État. Les deux hommes n'ont parlé que d'une seule chose, renforcer la coopération entre les deux pays. Écoutez le président russe. Наоборот, даже приобрели более острый характер. Как мы неоднократно подчеркивали, имеют очень важное значение для стабилизации международной обстановки. On comprend donc que Vladimir Poutine compte bien sur la Chine pour mener sa guerre contre l'Occident et les États-Unis. La séquence confirme également que la Chine se rapproche, s'implique de plus en plus aux côtés de la Russie, de là à lui livrer des armes pour l'aider dans sa guerre, comme l'affirme Washington. Pas encore, on n'en est pas encore là. Mais pour Mick Ryan, bien connu des observateurs du conflit, ancien général de l'armée australienne, l'armement de Pékin pourrait faire basculer le conflit. Si la Chine s'implique, tout avantage que l'Ukraine avait grâce à la capacité industrielle de l'Occident disparaît instantanément. Les munitions chinoises rendraient la vie très difficile aux Ukrainiens. Et de l'autre côté, j'allais dire dans l'autre camp, l'Occident et Joe Biden comptent leurs forces avec sa participation notamment à Joe Biden au Bucharest 9. Oui, alors rappelons d'abord ce que c'est le Bucharest 9. Les 9 de Bucarest, eh bien, il rassemble les 9 pays du flanc est de l'OTAN. D'abord les pays baltes, vous avez l'Estonie, vous avez également la Lettonie, la Lituanie, également la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et enfin la Bulgarie. Ce groupe, il a été fondé en 2015 après l'annexion de la Crimée par la Russie pour renforcer leur coopération face à la menace russe. Et exceptionnellement, aujourd'hui, le président américain Joe Biden s'est joint à cette rencontre, ce qui donne bien sûr encore plus d'écho à l'événement. Joe Biden était accompagné, à droite, vous le voyez, de Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, et ils ont rencontré tous les chefs d'État du groupe,
sauf un, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Il n'était pas présent pour l'occasion, lui qui, on le sait, est contre la livraison d'armes occidentales aux Ukrainiens et qui entretient toujours des liens très étroits avec Vladimir Poutine. Joe Biden a tenu à saluer notamment l'engagement de ces pays dans les livraisons d'armes, principaux soutiens de l'aide militaire à l'Ukraine. En tant que flanc oriental de l'OTAN, vous êtes les premières lignes de notre défense collective. Alors, oui, la séquence diplomatique se joue dans les deux camps, avec évidemment aussi en ligne de mire ce vote cette semaine à l'ONU. Oui, la 4e résolution condamnant la Russie et appelant à une paix juste durable en Ukraine, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Lors des 3 dernières résolutions, 5 pays se sont toujours opposés à condamner la Russie. Vous avez bien sûr la Russie elle-même, mais également la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée et enfin la Syrie. Il faut noter également qu'une 40aine de pays se sont toujours abstenus. Et alors, il faut savoir que ce chiffre a également augmenté de résolution en résolution. Quel pays ne condamnera pas? Quel pays s'abstiendra? Réponse vendredi. Merci beaucoup, Quentin. Alors, pareil, on ne peut pas spéculer là-dessus. En tout cas, on sait que du côté de l'ONU, on va peut-être en dire un petit mot, Pierre Servan, effectivement, le nombre de pays qui votaient pour des sanctions à la Russie a légèrement baissé au fil du temps. Oui, alors c'est quand même, entre guillemets, léger comme érosion. Il faut rappeler qu'au départ, vous avez plus de 140 pays, 145 qui ont condamné l'invasion. Alors après, vous avez des petits jeux, des petits glissements, mais ça reste quand même une condamnation très forte. Après, quand on regarde les pays qui soutiennent directement l'Ukraine, vous avez environ 70 pays qui soutiennent d'une façon ou d'une autre l'Ukraine. Et au sein de ces 70 pays, vous avez une 50aine de pays qui aident militairement l'Ukraine. Souvent, on parle de l'Occident par facilité, mais vous avez aussi l'Orient, puisque vous avez le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, etc. Donc c'est un soutien quand même très très fort, même si le sujet de Quentin le montre, vous avez des pays qui jouent sur plusieurs cartes. Il y a l'Inde, qu'on n'a pas évoqué, qui joue sur plusieurs tableaux. Donc c'est un paysage... Ce qu'on appelle les multi-alignés maintenant. Voilà, multi-alignés. Vous avez les go-between. En fonction des intérêts. Ouais. Ceux qui essayent de jouer sur plusieurs tableaux. La Turquie, extraordinaire. La Turquie qui achète, qui n'applique pas les sanctions, qui accueille les oligarques russes, qui fait du business avec la Russie, notamment en achetant à l'Europe des produits qui sont après revendus à la Russie pour contourner les sanctions. Mais cette même Turquie vend en même temps des armements majeurs, les fameux drones turcs armés, à l'Ukraine. Donc c'est quand même une valse hésitation. On reviendra peut-être sur la Chine un peu plus tard. Juste après, effectivement. Bien, juste, c'est Bucarest 9, pardon, parce qu'il manque effectivement, et Quentin Berichet l'a dit, un homme sur la photo. Hein. C'est Viktor Orban, qui est soutien de la Russie au sein de l'Europe. On a appris d'ailleurs, il y a quelques minutes, que le Parlement hongrois allait voter. Donc il y a malgré tout une présentation qui va être faite à la représentation nationale. C'est le seul qui manque. Sinon, il y a une très forte cohésion et il y a une volonté de mettre en avant, de la part de Joe Biden, ces pays qui sont le flanc oriental, la première ligne, hein, comme le dit Joe Biden. Et surtout de rassurer les pays en question qui sont effectivement en première ligne face à la Russie sur le soutien américain. C'est-à-dire qu'en plus de sa visite à Kiev, effectivement, il a voulu, Joe Biden, spécifiquement s'adresser aux 9 en question pour leur dire « N'ayez crainte, les Américains seront là avec l'Ukraine jusqu'au bout, mais ça veut dire aussi avec vous. » Parce qu'on sait très bien qu'une partie de ces pays, hormis effectivement la Hongrie qui est restée amie avec la Russie, ces pays-là sont quand même pour certains assez inquiets sur la suite des choses en se disant que maintenant que les Russes ont osé entrer en Ukraine, est-ce qu'un jour ça n'ira pas plus loin? Alors évidemment, comme ils font partie de l'OTAN, il y a l'article 5 qui fait que si jamais ils sont attaqués, tout l'OTAN les défendra. Mais en tout cas, c'était important pour Joe Biden de réaffirmer le soutien des États-Unis, quoi qu'il arrive, vis-à-vis de ces pays qui se sentent les plus menacés. Jean-Claude Bejour. J'ai le sentiment qu'au-delà de la séquence médiatique, chacun montrant son camp, Poutine l'a fait, Biden le fait avec un certain nombre de pays membres de l'OTAN. En complément de ce qu'a dit Pierre, j'ai le sentiment que ça n'est pas seulement une question militaire, mais pour l'avenir, pour ceux qui sont ou pas avec nous, ça n'est pas simplement une question de nombre de pays. C'est le symbole que ça envoie parce que pour moi, il y a une fracturation de notre société internationale et c'est là où les choses sont plus graves. C'est-à-dire que
tôt ou tard ou un jour, il faudra bien trouver une solution à la crise que nous vivons entre l'Ukraine et la Russie. Mais derrière, ce sont les conséquences. Les conséquences, on le voit bien. On a un certain nombre de pays. On disait que l'Afrique du Sud dit elle est indépendante. Bien sûr, personne n'a jamais discuté le fait que l'Afrique du Sud soit indépendante dans sa politique étrangère. C'est un pays souverain. C'est vrai aussi pour les autres États d'Afrique. Et on dit très bien. Sauf que nous ne nous attendions pas à ce type de réaction. Notamment, vous avez vu la réaction du président Macky Sall, le président de l'Union de l'Unité africaine, qui a dit « moi, je n'obéis plus aux ordres ». Et c'est vrai dans d'autres régions. Donc pour moi, c'est cela qui est important et c'est cela qui doit nous faire réfléchir sur la façon dont nous allons organiser à la fois notre politique étrangère, mais aussi nos partenariats, qu'ils soient industriels, économiques, culturels. Il va falloir repenser le monde de demain. Jean-Denis Bercher, avant qu'on parle de la Chine, bien sûr. Ce à quoi on assiste, c'est en fait à une tentative de repolarisation, de bipolarisation d'un monde qui n'est plus bipolaire, qui est complètement éclaté. On le voit, cette tentative de bipolarisation, donc de ressouder des camps, on le voit en Occident, derrière l'Ukraine et donc derrière les États-Unis. On le voit, la Russie qui essaie de trouver des alliés. On le voit avec la Chine qui se constitue comme puissance rivale des États-Unis. Donc ça, c'est des tentatives de grande puissance. Et puis, il y a, Jean-Claude vient de le dire, tout le reste du monde qui, au fond, ne veut pas de ça. Ne veut pas s'aligner ni derrière les Occidentaux, ni derrière les Russes, ni derrière les Chinois. Ils sont dans des stratégies qu'on pourrait qualifier, sans être péjoratif, d'opportunistes, c'est-à-dire de savoir saisir les opportunités pour un jour être avec l'un, le lendemain être avec l'autre, en fonction des intérêts tels qu'ils les définissent eux-mêmes, et non pas tels que le grand chef le décide à Moscou, Washington ou Pékin. Donc c'est un moment extrêmement important. Et évidemment, pour nous, occidentaux, qui sommes impliqués dans cette guerre d'Ukraine, garder le contact avec le Sud, c'est-à-dire avec ces gens qui ne veulent pas se ranger derrière nous, qui ne veulent plus se ranger derrière nous et qui ne se rangeront plus jamais derrière nous, il faut qu'on trouve les fins et moyens de le faire. Et effectivement, ça veut dire être plus à l'écoute, être moins arrogant avec eux, inventer de nouvelles choses. Par exemple, on aurait pu imaginer comment accompagner tous les pays d'Afrique qui sont victimes de plein fouet de la guerre en Ukraine, comment les accompagner, puisqu'il y a des fonds de budget. C'est plus les Chinois d'ailleurs qui le font aujourd'hui ou les Russes. Par exemple, quand Lula, le président du Brésil, grand pays, incarnation du progressisme, Lula, enfin toutes ces affaires, quand Lula arrive au pouvoir, je crois que la France a envoyé un sous-secrétaire d'État, enfin un secrétaire d'État. C'est le ministre il fallait envoyer le président pour dire vous comptez, vous êtes des interlocuteurs importants pour nous. Et d'ailleurs, Lula ne veut pas prendre parti sur la question ukrainienne. Il l'a dit à Joe Biden. De prendre parti. Ils ne voudront plus prendre parti. Mais ce sont les BRICS. Il faut simplement qu'on s'occupe d'eux avec un peu plus, de forme, de respect et de compréhension. Alors en tout cas, la Chine pousse son avantage. On a vu cette image très intéressante de Wang Yi, donc le plus haut diplomate. Il a le rang de quelque sorte de ministre des Affaires étrangères, c'est pas son titre, en tout cas pas en Chine, qui a été reçu comme un chef d'État et par Vladimir Poutine. C'est très rare qu'il reçoive un ministre. Bon, là évidemment c'est l'allié principal. Il est porteur, dit-il, Wang Yi, et d'ailleurs Le Monde s'en est fait l'écho aujourd'hui de documents qui ne sont pas des documents secrets, d'une initiative globale de sécurité. Et on a appris, au moment où on rentrait sur ce plateau, qu'ils avaient présenté cette initiative globale de sécurité, tout en disant, et Wang Yi l'a dit à plusieurs reprises ces derniers jours, que c'était les États-Unis qui avaient constamment cherché à s'étendre, on va voir une citation, par la force, en Ukraine, en Irak, en Afghanistan, etc. Autre citation de Wang Yi qui va apparaître, qui est toujours critique sur les États-Unis qui continuent leur vieille tactique et mènent des guerres par le biais d'intermédiaires ou de drones. Bref, dit-il, c'est la fin de l'unilatéralisme et c'est une façon aussi de tendre la main à ceux qui ne voudraient plus se tourner vers
ce qui est considéré comme l'empire américain. Mais il appuie là où ça fait mal, parce qu'effectivement, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de pays, il a cité notamment l'Irak, les pays de cette région ou les pays d'Afrique dont vous parliez à l'instant, qui considèrent qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que les Occidentaux soutiennent de manière effectivement indéfectible l'Ukraine, alors que pendant ce temps-là, il y a des guerres, il y a de la misère dans énormément de pays de la planète. Et que les Occidentaux n'ont pas l'air de s'en préoccuper autant. Et en fait, on se retrouve un peu comme à l'époque de la guerre froide, justement, où les Soviétiques soutenaient tous les pays du tiers-monde et soutenaient les mouvements révolutionnaires anti-occidentaux. Et là, on a l'impression qu'ils reprennent les mêmes recettes et que ça marche d'autant mieux que c'était quand même un discours qui a été beaucoup entendu et que, vu le désastre en plus du Moyen-Orient, après les interventions, après les guerres américaines en Irak et ailleurs, évidemment, c'est un discours qui prend. Parce qu'on dit, mais attention, aujourd'hui, on est en train de critiquer les Russes. Mais qu'ont fait les Américains en Irak, qu'ont fait les Américains en Libye, avec les Français d'ailleurs, etc., etc. Et moi, c'est un discours que j'entends beaucoup en ce moment, notamment chez les gens du Moyen-Orient. Et on a l'impression qu'il y a même un petit sentiment de vengeance, je dirais, de revanche, de revanche, en disant aujourd'hui où ils ont besoin de nous parce qu'effectivement il y a les résolutions à voter, il y a des décisions à prendre. Eh bien, on va leur faire payer aux Occidentaux le fait qu'ils nous aient oubliés d'une certaine manière et qu'ils ne se consacrent qu'à l'Ukraine. En tout cas, le calendrier est intéressant. On est le 22 février. Wang Yi est avec Vladimir Poutine. L'ONU est en train de se réunir jusqu'à vendredi, évidemment, date du premier anniversaire. C'est une image qui ne doit rien au hasard, même si on a dit qu'il y a cette initiative qui a été présentée, mais on n'en sait pas plus. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant les paroles de Poutine devant l'équivalent, donc ministre des Affaires étrangères chinois, sur le thème « les relations internationales sont compliquées ». Moi, ce que j'entendais, pardonnez-moi, je le mets entre guillemets, c'est nous sommes dans une mer de noir. Oui, bon, c'est ça la traduction, entre guillemets, oui. Et je prie les téléspectateurs de m'excuser. Voilà, c'est ça. Et donc, Poutine a besoin en ce moment d'avoir ce renfort de son ami indéfectible, puisque le 4 février, en ouverture des Jeux Olympiques, ces deux grandes démocraties chinoises et russes, je dis ça parce qu'ils se sont présentés en disant « nous sommes les deux seules vraies grandes démocraties du monde aujourd'hui, et notre amitié est indéfectible, et nous entendons lutter contre la falsification de l'histoire ». Ce qui est frappant depuis un an, c'est que, je parle sous contrôle de nos amis, il n'y a pas un armement chinois sur le théâtre ukrainien. Il y a vaguement des drones qui ont été achetés par les deux parties, qui étaient des drones civils, mais il n'y a pas... Donc, ce qui fait qu'on a une position chinoise très particulière. La Chine, très clairement avec la Russie, veut désoccidentaliser le monde, le désaméricaniser. Je rejoins en partie, et en partie seulement, le discours de nos amis ici. Comment dirais-je ? Je suis loin de considérer que les démocraties ont toujours été vertueuses. J'ai dénoncé l'invasion de l'Irak en 2003, qui était une folie américaine à laquelle s'est opposée la France. L'Allemagne, quelques autres pays européens. Et pourquoi je ne suis pas totalement d'accord avec nos amis, c'est que, bien sûr, il y a des erreurs qui ont été commises, mais quelle hypocrisie de la part de pays, notamment l'Afrique, qui est très largement soutenue par l'Europe. L'Europe est le premier pays qui aide l'Afrique. Les aides militaires pour aider les pays africains à se constituer des armées pour être capables tout seuls de faire face à leurs défis sécuritaires intérieurs, les Américains ont dépensé des millions de dollars au Mali et ont envoyé des formateurs sur une armée qui très rapidement a fait des putschs. Les Français ont fait la même chose, les Européens aussi. Et donc, il y a des reproches. Et alors, les problèmes de susceptibilité, honnêtement, on n'est pas bon. Le fait de ne pas envoyer face à Lula quelqu'un qui... On commet des erreurs. Loin de moi l'idée de dire, dans les reproches, tout est à balayer. Mais ces reproches, à mon sens, c'est mon analyse, c'est l'analyse que je développe dans mon livre, c'est largement un cache-sexe pour dire, attendez, nous, le modèle chinois et le modèle russe, ça nous va très bien. Les modèles prédateurs, les modèles totalitaires, ça nous va très bien. Et derrière la désoccidentalisation, il y a en fait l'offre chinoise et russe qui est une offre de dédémocratisation. Il y a des pays qui disent « Ouais, les démocraties, c'est pas bien, les Européens ont fait des choses vilaines. » Nous, le modèle de prédation, de domination, d'autoritarisme, liberté et mépris du droit et la loi de la jungle, eh bien, je top. Mais vous comprenez bien que ces pays ne vont pas dire ça. C'est beaucoup mieux de dire
attendez, le colonialisme, les Européens, les Américains, etc. Mais encore une fois, je fais la part des choses. Il y a beaucoup de choses justes dans ce qui ont été dit, et il faut le prendre en compte. Pardonnez-moi, nous n'étions pas... Enfin, moi, je n'étais pas en train de dire qu'on ne faisait pas de mea culpa. Je disais simplement que ce que dit ce conflit, c'est qu'il va falloir penser notre avenir international différemment et ne pas nous dire que d'un coup de plume, les uns et les autres seront derrière nous et de veiller à la défense de nos intérêts. Et j'étais très souvent à dire que beaucoup, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, se plaignent de beaucoup de choses. Il faut déjà laver son linge sale chez soi et faire le ménage, et puis les choses iront mieux. Absolument, nous sommes d'accord. En tout cas, soutien affiché, je reviens à cette visite de Wang Yi, soutien affiché de la Chine à la Russie, qui dit que les relations sont solides comme un roc, hein, c'est ce qu'a dit Wang Yi. Jusqu'où va aller la Chine? C'est évidemment la question que tout le monde se pose, et c'est pas aussi simple d'y répondre. Regardez ce que dit Dominique Moisy ce matin, très intéressant. On peut résumer de la manière suivante la position chinoise. Ils ne veulent pas d'une défaite éclatante de la Russie. Ce serait humiliant pour eux. Ce serait la preuve que, contrairement à ce qu'ils disent, les systèmes autoritaires ne sont pas si efficaces que cela. En même temps, et là la formule se justifie, ils ne veulent pas d'une escalade, d'un élargissement du conflit qui menacerait l'économie mondiale et donc l'économie chinoise. Et tout le monde opine de la tête sur ce plateau, en signe d'accord avec ce que dit Dominique Moisy. Pour conclure. Voilà, c'est le meilleur de Dominique Moisy dans la finesse du propos et l'équilibre. Je souscris totalement à 100%. Les Chinois n'ont pas intérêt à une déstabilisation de l'économie mondiale parce qu'il y va de la stabilité économique et de la prospérité. On ne parle pas d'hypercroissance, mais de la stabilité économique de la Chine. Mais quelle ligne de crête? S'il faut qu'il n'y ait pas de défaite russe en même temps, Jean-Dominique. Ils n'iront sans doute pas très 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 loin dans le... Il y a un soutien politique affiché là, mais ils arrivent avec un plan de paix. Ils n'arrivent pas avec des armes. Donc ils sont en train de dire aux Russes, il va falloir que vous trouviez une solution là. Alors moi je vous propose un mécano qui vaut ce qu'il vaut, voilà. Et si un jour ils fournissent des armes aux Russes, ce qui n'est pas fait, une chose est sûre, c'est qu'ils leur vendront, et qu'ils leur vendront cher. Parce que les Chinois ne font assez peu de sentiments dès lors qu'il s'agit de faire du commerce. Et ce sera le mot de la fin, Catherine Gentil. S'ils le font, on rentre dans une autre dimension, malgré tout. Hein. Mais c'est pour ça que les Américains, les Français, enfin bon nombre de pays ont dit, et même Borrell pour l'Union européenne, c'est la ligne rouge. Là, concernant les Chinois, ils sont venus en Europe, on leur a parlé, et le discours est toujours le même vis-à-vis des Chinois, c'est n'armez pas la Russie. Et effectivement, si en plus vous trouvez un petit plan de paix qui permettrait qu'on sorte de cette crise, ou au moins que vous y participiez, là, évidemment, ce serait une bonne nouvelle. C'est le fameux atterrissage dont je parle. C'est comment atterrir dans cette histoire. Sans se cracher. Voilà. Sans se cracher, peut-être les Chinois seront-ils la solution ou une partie de la solution. Je vois des regards dubitatifs. L'avenir nous le dira évidemment. Des messages, au moins. Et vous reviendrez sur ce plateau pour le commenter. Merci infiniment à tous les quatre pour la qualité de vos analyses, de vos éclairages comme toujours.